Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Dans leur viseur, la mairie de Goyave, les accès de l'administration ont été bloqués aujourd'hui. Au cœur des négociations, la non-revalorisation du régime indemnitaire et l'avancement des carrières. Les sapeurs-pompiers de la caserne de Petit-Bourg sont-ils abandonnés? Quelques semaines après leur mobilisation, ATV Guadeloupe s'est intéressé à l'avancée de leurs revendications, locaux vétustes et conditions d'hygiène indignes. Le reportage de Karen Diamant dans quelques minutes. Et l'État reconnaît enfin le statut de calamité agricole pour l'ensemble de l'archipel après le passage de la tempête Matthew. Tous pourront prétendre à une indemnisation, une nouvelle qui ne satisfait pas pour autant la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. La présidente Maxette Grisoni-Perbacas nous expliquera pourquoi elle est notre invitée. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver et nous ouvrons cette édition avec cet impressionnant braquage survenu la nuit dernière dans une armurerie à Cayenne en Guyane. 3 ans que le patron de l'enseigne n'avait pas subi ce coup de cambriolage. Les faits se sont déroulés, je vous l'ai dit, la nuit dernière. Les malfaiteurs ont pu poursuivre leur périple en visitant d'autres commerces du secteur jusqu'au petit matin. Reportage Kerwin Alcide d'ATV Guyane. C'est par cette petite lucarne située à gauche du bâtiment que plusieurs voleurs se sont introduits dans l'armurerie Amazonie Loisirs située à la zone Collery. C'est en ouvrant sa boutique ce matin que le gérant a constaté le vol. Il fait un premier bilan des objets disparus. Pour ce que j'ai vu rapidement, je sais qu'il y a des armes qui ont été dérobées, des armes, de la coutellerie, de la monnaie. Je pense qu'il y en a pour à peu près 1 millier d'euros. Et après, je pense quelques lampes frontales aussi. Des carabines et j'ai vu qu'il manquait des pistolets factices. Depuis 3 ans, les vols avaient cessé dans cette armurerie située dans une zone commerciale. En plus de lourds investissements, le gérant avait trouvé une parade jusqu'alors infaillible. C'est surtout que je ne stocke plus rien au magasin. Donc pour l'instant, je ne stocke plus les armes, plus les moteurs hors bord, je mets ça ailleurs. Du coup, pour l'instant, j'ai rien. Et après, ce qu'il y a, c'est que j'ai investi dans d'autres boîtiers d'alarme, j'ai renforcé ma toiture, j'ai remis une dalle béton, un truc comme ça. Donc du coup, le magasin, c'est censé être en blocos. C'est censé. Depuis dimanche, dans cette zone, d'autres chefs d'entreprise ont déploré des cambriolages. Mais le vol des armes inquiète, surtout dans ce climat de violence que connaît actuellement la Guyane. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit 3 individus qui s'attaquent à une voiture sur un parking. Tout porte à croire qu'il s'agit du même groupe qui a cambriolé l'armurerie. Et en Guadeloupe, l'UGTG repart en croisade contre les mairies. Après Capesterre-Belle-Eau, Sainte-Rose et Basse-Terre, c'est au tour des agents municipaux de la ville de Goyave de faire entendre leur colère. Ils dénoncent la non-revalorisation du régime indemnitaire ainsi que l'avancement des carrières. Les précisions de Karen Diamant et d'Isabelle Hameau. Pas de préavis, pas de cahier de revendications, pas de grève, mais un débrayage qui s'annonce tendu à la mairie de Goyave. À Goyave, nous, on m'a fait Dieu Louisi. Il décidait depuis longtemps pas appliquer pour accord, pour décision de justice dont nous avons un camarade qui a gagné régulièrement. Nous avons signé un protocole depuis 2012, il n'a pas appliqué. Dernièrement, quand nous avons CT en commission technique dont les représentants personnels et autorités politiques là, ensemble dans la commission là, c'était là pas fait et malgré ça, ils prennent une délibération du conseil municipal là, et c'est les points qui étaient à densité là. Donc aujourd'hui là, nous bon avec ça. Nous commençons à débrayer aujourd'hui là, nous avons bien précisé, nous commençons à débrayer aujourd'hui là. Nous que faisons, c'est là nous que siser sur une table évaluée en présence en médiateur. Soutenus par le syndicat, les salariés dénoncent une notation dépassée, la non-revalorisation des salaires, mais particulièrement une ambiance austère au sein de la municipalité. Car il y a un pas avancer à Goyave, et ça depuis longtemps nous savons. Pour ne pas changer de grade, et même là où passe l'examen professionnel, il n'y a pas qu'à nommer. Sous prétexte qu'il ne peut pas reconnaître l'examen professionnel, il préférait passer concours. En paquet de points, même étape psychologique, même à personnel là à Goyave, qu'à craindre. Et c'est pour ça que là nous décidé de mettre en débrayage en place pour maintenant. Effectivement, nous pas ni pris avec grève, nous pas marché, nous mettons en débrayage 6 places et nous attendons que M. Ferdi rencontre nous. Alors pour être sûr d'être entendu et cette fois respecté, syndicats et salariés ont changé de stratégie. Aujourd'hui, nous avons démontré ici, il y a quand même une autorité française jusqu'à aujourd'hui là.
Donc il y a donc communes qui encore sous l'égide à français. Ça veut dire que ni un représentant à l'État ici, donc c'est le préfet. Donc nous avons saisi pour permettre de siéger sur une table avec nous et en présence à eux aussi, enfin délégation lui-même, de façon à ce qu'elle nous débloque les choses. Puisque même si nous décidons en face de Louisie, les choses peuvent débloquer. Sollicitée, la municipalité devrait s'exprimer ultérieurement sur ce bras de fer entamé il y a près de 10 ans. Ils seront sur le pont dans les prochains jours pour aider, sauver et soigner ceux qui en auront besoin. Je parle des sapeurs-pompiers qui travaillent parfois dans des conditions extrêmement spartiates. L'exemple de la grève de la caserne de Petit-Bourg l'a révélé. L'occasion pour nous de nous intéresser aux soldats du feu. Ont-ils été abandonnés? La réponse avec Karine Diamin. Au centre de Petit-Bourg, les choses n'ont guère changé depuis notre dernier passage. Quand on a négocié avec nos autorités, donc il était question de court terme et moyen terme. Mais pour le court terme, c'était un petit matériel lié à l'opérationnel comme les GSM pour les VSAV. Les VSAV sont nos ambulances. Et donc ceux-là, ils ont quand même eu ces petits matériels-là. Donc il était quand même temps qu'ils les aient. Et pour ce qui concerne le long terme, il était bien question que nous sommes dans une administration que pour les marchés, etc., ça prend un petit peu de temps. La rénovation ou le réaménagement du centre de Petit-Bourg devrait donc intervenir début 2017. Nos autorités nous ont entendus et bien entendu vont mettre en œuvre le dispositif nécessaire pour que la vétusté de ce centre de secours de Petit-Bourg puisse s'améliorer considérablement. Notre autorité, en l'occurrence M. Faber Micheli, a pris l'engagement avec nous de mettre le financement nécessaire pour qu'on puisse prendre en compte la vétusté de l'ensemble des centres. Et je pense qu'il était temps, parce que je sais qu'il n'y avait aucune politique de mise à niveau des centres, de prise budgétaire, enfin du moins budgétisée. Donc ce n'est que partie remise et là nous sommes vigilants et nous attendons parce que l'intérêt du personnel, cela nous tient à cœur. En attendant la mi-janvier où un point d'état doit être fait, les pompiers continuent d'exercer leurs fonctions et s'accommodent de l'environnement qui les entoure. En politique maintenant, voici un chiffre, plus de 22 millions d'euros. C'est le montant du déficit de la ville de Pointe-à-Pitre. Une dette accumulée entre 1989 et 2015, selon le rapport de la Chambre régionale des comptes. Comment expliquer ce déséquilibre financier? L'éclairage d'Isabelle Hameau. Pointe-à-Pitre serait la ville où la dette par habitant est la plus élevée de Guadeloupe. Un déficit de près de 22 millions d'euros au lieu des 8 millions inscrits dans les comptes administratifs que le maire explique par des charges de centralité importantes. Ce n'est pas nouveau, c'est un travail qui est fait depuis 2005 avec les villes capitales de l'ensemble des villes d'outre-mer. Chaque année, il y a des réunions qui, année après année, nous permettent d'affiner notre analyse et d'affiner les exemples pour montrer, faire la preuve de ces charges de centralité. C'est un point qui existe et quoi qu'en dise la Chambre régionale des comptes, ces charges de centralité, elles sont énormes. Elles ne sont pas ni de 10 ni de 20%, mais elles sont plutôt de 400 ou 500%. Donc c'est ça la première chose. Plus en détail, l'effectif de la commune serait important. On compte 616 agents au 31 décembre 2015, soit 272 en trop. À cela s'ajoutent des rémunérations très avantageuses. Le coût moyen des postes s'élève à 44 951 € par an. Des sommes colossales qui n'entacheront pas pour autant le projet de rénovation urbaine. Ceci n'obère en rien la partie d'investissement de la ville. La ville a un grand programme d'investissement qui est lié à sa restructuration, à sa rénovation urbaine. Ces investissements, ils sont contractualisés, ils sont financés à l'avance dans un plan qui est signé depuis quelques années et que nous suivons à la lettre. Donc nous irons au bout de la rénovation urbaine. La deuxième chose, c'est que la ville a anticipé il y a quelques années en s'inscrivant, puisque j'en étais le premier président, en s'inscrivant dans une intercommunalité de telle sorte que les gros investissements à venir dans les décennies à venir soient portés par la communauté d'agglomération, ce qui nous prive d'une partie de nos recettes, en particulier toute la taxe professionnelle qui était une richesse de la ville. Nous la cédons à l'agglomération. Le maire de la ville ne manifeste aucune inquiétude et expose déjà ses programmes pour redonner un nouvel élan aux finances communales.
Et parlons maintenant du calvaire vécu par les riverains de la section Vallée de Constantin à Saint-Claude. Voilà près de 20 jours que ces familles n'ont pas d'eau. Ils n'en ont pas eu non plus pour le réveillon de Noël, ce qui a suscité colère et indignation. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage de Patrick Curie, Moïse Dexter et Nathalie Dinan. Des gestes, des habitudes devenus récurrents dans presque tout le département. La commune de Saint-Claude était épargnée jusqu'alors, mais à Vallée de Constantin, depuis 3 semaines, les habitants n'ont plus d'eau dans les robinets. Une situation difficile en cette période de fête. C'est-à-dire que le mois de décembre, il y a beaucoup plu. Donc nous avons fait des récupérations d'eau dans les bacs, dans les petits bassins et tout. Mais des fois, nous avons ça pendant 30 minutes, on récupère, mais ça n'arrive pas jusqu'en haut. Nous avons de la chance d'habiter un peu plus bas dans cette zone, et ce qui fait qu'on a récupéré un peu d'eau, mais c'est vraiment difficile pour nous. Des riverains perplexes. On ne nous a rien dit. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'eau. Même aujourd'hui, il n'y a pas. Hein. C'est pas encore arrivé, l'eau. Et avant, c'était pas ça. En plus, nous sommes à Saint-Claude. Nous sommes à Saint-Claude, moi, je ne comprends rien. C'est vrai, il n'y a pas d'eau. D'autres sont allés à la quête d'explications auprès de monsieur le maire. J'ai vu le maire en personne. Et il a appelé devant moi à la CNVT pour dire qu'il y avait un manque d'eau. On lui a répondu, parce que je n'ai pas bien entendu ce qu'ils ont dit, mais d'après ce qu'il lui m'a dit, on lui a répondu, on lui a dit qu'il y avait certains tuyaux bouchés ou certains tuyaux qui avaient beaucoup d'air, et par rapport à ça, il fallait purger et tout ça. Et là, il m'a dit que vous avez vu, j'ai appelé devant vous, j'ai dit oui, monsieur le maire, mais ça n'a pas été réglé, quoi. L'histoire se répète, et comme toutes les communes ou sections impactées par le manque du précieux liquide, la patience et les gouttes d'eau deviennent des ressources rares. Et l'état de calamité agricole a enfin été reconnu pour notre département après le passage de la tempête Matthew qui avait ravagé la Caraïbe et notamment la Guadeloupe, une victoire en demi-teinte selon la FDSEA. Et on va tenter de comprendre pourquoi avec notre invité Maxette Grisoni et Pierre Bacas. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder cette question dans les détails, je vous propose d'abord de regarder avec moi le reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie qui font le point sur la situation. On regarde. Un champ dévasté, brûlé où rien ne pousse, c'est le visage qu'a laissé les événements pluvieux de ces derniers temps. Une année difficile pour les agriculteurs qui se disent délaissés par les organismes de l'État et même de leur tutelle, la Chambre d'agriculture. La pile ne peut pas travailler. La pile a tombé, il était là. Avant, elle a sec, qu'à virer tomber encore. Même si c'est planté, mais gage de la gueule concombre là. Concombre là brûlé. Quand on planté, la pile a tombé, qu'à brûler, pas lever. Nous pas ni fond, nous en souffrance. Et il y a un seul monde qui a nous un petit coup de main, c'est Maxette Pierre-Bacas, la Fédé, le président de la Fédé. La reconnaissance des sinistres par le préfet laisse entrevoir un faible espoir de relancer l'activité. C'est dans l'élaboration et le suivi du dossier que les choses deviennent compliquées. On a un grand coup de chapeau pour le préfet là. Mais le problème, il y a un problème à côté. Moi, je ne sais pas où il parce que tout le monde a déclaré bien, mais là, on fait dossier, vient pour toucher. Mais c'est ça le problème-là. Pour les exploitants, cette déclaration de sinistre arrive un peu tard. Et sur la question de la sécheresse, rien n'est encore réglé. Maxette Grisoni, Pierre Bacas, cette reconnaissance, vous l'attendiez depuis des mois. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Quelles sont les autres revendications? Écoutez, ce n'est pas suffisant. Pour Matthew, on a eu déjà une première avancée concernant pour la banane. J'ai vu concernant les serres sous abri ainsi que j'ai vu la papaye. Mais aujourd'hui, tout le mois de novembre, on a eu de fortes précipitations de pluie. Jusqu'à maintenant, avant-hier, vous avez bien vu qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Les maraîchers ont perdu tout leur maraîchage. On a les cannes qui sont couchées, qui sont même pourries. Hein. Les cannes qui sont restées debout, on ne peut pas les couper. On a un souci aussi sur les bananiers qui ont eu beaucoup de cercosporiose par rapport à les fortes pluies qu'il y a eu. On a demandé aujourd'hui, j'ai eu le préfet qui est en train de mettre en instruction un dossier concernant la calamité par rapport à cette forte précipitation du mois de novembre pour pouvoir faire ce dossier pour pouvoir indemniser aujourd'hui nos agriculteurs. Alors, pour bien comprendre, hein, cette reconnaissance de calamité agricole après le passage de la tempête Matthew, ça comprend toutes les communes de la Guadeloupe, c'est un fait rarissime, c'est arrivé que 2 fois chez nous. Ça concerne exactement quel type d'agriculteur? Pour Matthew? Pour Matthew. Alors pour Matthew, c'est la banane, c'est-à-dire les grands planteurs comme les petits planteurs, les moyens planteurs
leurs POCI et leurs références vont être préservées pour l'année 2017-2018. On va avoir aussi les gens qui sont sous serre, sous tunnel, ainsi les gens qui font de la papaye. Et c'est là, nous, la FDSE, on n'est pas tombé d'accord et on a eu le préfet cet après-midi pour pouvoir revoir avec lui. On l'a vu il y a 1 semaine et demie pour pouvoir lui dire que les fortes précipitations qu'on a eues, il faut prendre en compte aujourd'hui toutes les maraîchers qui sont en plein champ, qui soient sous abri, toutes les filières, la canne, la banane, vous dites que finalement, il y a des oubliés, l'apiculture, ainsi que l'élevage. Finalement, vous dites qu'il y a des oubliés. On n'a pas pris en compte les planteurs de canne, toutes les cannes. C'est-à-dire, si vous voulez, on a eu le premier dossier par rapport à Mathieu, parce que pour Mathieu, c'était sur la Basse-Terre. On s'est battu, nous, la FDSA, pour pouvoir prendre en compte tous les bananes sur le nord Grande Terre ainsi que sur la Basse-Terre. On a demandé aussi pour les serres, puisque la tempête était entre 40 à 50 km/h. On a des bananiers sur le nord Grande Terre qui ont été touchés, ainsi que des serres aussi qui ont été touchés. On s'est battu pour avoir ça, mais on a eu le mois de novembre, malheureusement, on n'a pas eu de chance cette année. On a eu des fortes précipitations tout le mois de novembre, mais jusqu'à maintenant. Ces fortes précipitations, ce problème est assez récurrent. À combien on peut estimer en euros le nombre de pertes? Il faut compter aujourd'hui que l'agriculteur a perdu 80% dans son exploitation. C'est-à-dire on a replanté pendant le mois de septembre, et le temps qu'on allait pouvoir récolter, il a plu, on a tout perdu. On a eu le courage encore, nous les agriculteurs, c'est-à-dire les planteurs, les maraîchers, que ce soit, je parle, les planteurs d'ananas, tout ça, les planteurs d'igname. On a planté, on n'a pas su récolter. Vous voyez aussi aujourd'hui sur les marchés locaux qu'on n'a pas eu beaucoup d'igname, on n'a pas eu beaucoup de légumes et les légumes sont très chers. C'est par rapport à cette problématique d'eau qu'on a eu pendant tout le mois de novembre, mais jusqu'à maintenant encore, il n'arrête pas de pleuvoir. Après cette petite victoire quand même concernant cette reconnaissance de calamité agricole, quels sont les autres dossiers sur lesquels vous vous battez? Alors on se bat, j'ai eu le préfet cet après-midi. On va avoir une commission d'expertise par rapport à cette forte précipitation, demander la calamité par rapport à les fortes précipitations d'eau qu'on a eues pour le mois de novembre ainsi que jusqu'à maintenant en décembre, pour pouvoir que nos agriculteurs de toutes les filières soient indemnisés, la canne, parce que même les distilleries n'ont pas pu couper la canne, même s'il avait les cannes qui étaient couchées, parce qu'on a la richesse qui est très basse par rapport à ces fortes pluies. On ne peut pas couper la canne. Les cannes sont couchées, ils sont pourris parce que par rapport à l'eau, c'est-à-dire invendables. On a les maraîchers, on a des petites plantations qui sont perdues, les parcelles sont perdues et on ne peut plus labourer parce que les tracteurs ne veulent pas entrer dans les champs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas avant le mois de fin janvier, février, si bien sûr il n'y a pas de pluie, pour pouvoir redémarrer notre agriculture. Mais pour Maxette Grisonnet, il y a une question, il reste une étape capitale, c'est celle de la constitution des dossiers pour bénéficier de l'indemnisation. On le sait, dans les autres dossiers précédents, beaucoup d'agriculteurs n'avaient pas pu justement obtenir compensation à faute de pièces, des pièces manquantes. Est-ce que cette fois, tout sera mis en place pour aider les agriculteurs qui ne connaissent pas tout ce qui est paperasse administrative à constituer des dossiers éligibles? Tout à fait. Écoutez, je remercie quand même les autorités à pouvoir nous aider par rapport aux dossiers dont on a eu pas mal de problèmes. Mais les prochains dossiers qu'il va y avoir, on va être vraiment à cheval sur ça, pour pouvoir accompagner nos agriculteurs, pour pouvoir les aider, pour qu'il n'y ait pas autant de soucis qu'il y a eu par rapport au dossier de sécheresse qu'il y a eu. Maxette Grisonnet, Pierre Bacas, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir accepté de répondre à nos questions. On passe à un autre sujet un peu plus léger. Est-ce que vous avez été satisfaite par vos cadeaux cette année, vos cadeaux de Noël? Oui, j'ai été satisfaite. Alors certains ne le sont pas et revendent leurs cadeaux. Et c'est la question que nous avons posée aux Guadeloupéens. Êtes-vous prêts à vendre de nouveau vos cadeaux de Noël? On écoute les réponses recueillies par Moïse Dexter et Patrick Curie. Oui, pourquoi pas? Au lieu de les garder là, oui, soit les donner ou les vendre. Oui, 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 bien sûr. Et c'est pour mes enfants quand je l'ai acheté, c'est pas pour les autres, quoi. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on offre. Même s'il ne nous plaît pas, on le garde, on ne le revend pas. On l'utilise très rarement s'il le faut. Depuis, tu n'as pas utilisé jouer là, c'est même pas vendre, bail. Et c'est du reste ça, on fait ces jours-là, ça. En bail, jouer à Timouna moins. Je prends un cadeau, comme mon fils a 11 ans, je prends un cadeau jusqu'à 11 ans, jusqu'à 18 ans. C'est pas possible, non. Ben, si elle n'utilise plus, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'elle l'utilise, non.
À un coût très réduit, oui. Ou encore le donner à un enfant qui est vraiment dans le besoin, oui. Je peux faire ça. Donc, pour ne pas jeter, au lieu de recycler, on peut les revendre. À, je ne sais pas moi, 5 €, 1 €, histoire de ne pas tout jeter. Je vais donner à la Croix-Rouge. C'est pour faire plaisir à d'autres enfants qui n'ont pas, je veux bien, oui. Je suis contre ce principe. Un cadeau, c'est un cadeau. Qu'il soit bon ou pas, c'est un cadeau. On ne le revend pas. C'est quelque chose qu'il faut encore garder parce que par la suite, on peut encore les réutiliser. Moi, je ne les aurais pas vendus. En général, je donne tout ce qui n'est pas utilisé à des personnes qui acceptent aussi de recevoir ce genre de cadeaux, de vêtements ou autres. Je donne en général. Peut-être que je ferai cadeau, mais c'est pas n'importe qui. Le team n'a pas besoin. Donc, on a qui a besoin de jouer à notre côté, à notre pays ou bien à notre commune. En bas, team a joué là. Ça est fait. Au lieu de les jeter, pourquoi pas donner une seconde vie aux jouets que mes enfants utilisent. Restez avec nous dans quelques minutes. La grippe s'invite pour les fêtes de Noël. La Martinique a déjà atteint le stade épidémique. Et puis c'est déjà 2017 pour la communauté Hmong de la Guyane. Nous irons festoyer avec eux tout à l'heure. Elle risque de vous gâcher les fêtes de Noël. La grippe fait son grand retour. En Martinique, le climat est particulièrement favorable au développement de l'épidémie de la grippe saisonnière. Selon l'ARS, le nombre de cas dépasse le seuil habituel pour la période avec une augmentation significative ces 2 dernières semaines. Les cabinets médicaux ne désemplissent plus. Reportage Loïc Régis. Une toux et d'autres symptômes inquiétants présents depuis plusieurs jours. Jacques a décidé de consulter le médecin pour y voir plus clair. Je pense que l'automédication n'est pas forcément une bonne solution. Et donc j'ai préféré venir voir le médecin, d'autant que je ne dors pas la nuit. Je me réveille à 3h du matin, 4h du matin, j'ai mal à la tête. Les narines sont pleines, l'estomac aussi. Donc je me suis dit que la meilleure solution était peut-être de venir voir un médecin. Voilà. L'épidémie de grippe est déclarée en Martinique depuis le début du mois de décembre. Le nombre de cas est en augmentation de manière significative depuis 2 semaines. Plus de 3000 cas selon l'Agence régionale de santé. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Ça touche un petit peu toute la population, que ce soit les enfants, les jeunes enfants, les nourrissons, les adultes, personnes âgées. Et bien sûr, les personnes les plus sensibles sont les personnes qui ont des maladies longue durée, diabétiques, insuffisants cardiaques, asthmatiques, bien sûr. Voilà. Les symptômes de ce syndrome viral sont facilement identifiables. Essentiellement des symptômes pulmonaires ou ORL, c'est-à-dire le nez qui coule, mal à la gorge, des maux de tête, de la fièvre, des courbatures, voilà. Pour les personnes non vaccinées, les pharmacies proposent la médication adaptée. Ici, le panier moyen afin de lutter contre la grippe coûte moins de 20 €. Des médicaments qui font un peu baisser la fièvre, des médicaments contre les maux de gorge, des colutoires dans lesquels vous trouvez des fois des antiseptiques, des anesthésiques locaux. Donc on est sur une petite triade médicaments anti-fièvre, anti-maux de gorge, pastilles, colutoires, sirop, éventuellement pour la toux et puis un peu de vitamines aussi pour booster les gens fatigués par la pathologie. Parmi les autres pathologies de saison, la gastro-entérite. Le virus garde des valeurs au-dessus de la moyenne. La bronchiolite, elle, est en diminution. À noter quand même 25 cas graves qui ont conduit à une hospitalisation aux urgences pédiatriques. Et en Guyane, on célèbre déjà la nouvelle année. La communauté Hmong, venue du sud de la Chine, présente sur le territoire, fête depuis hier son nouvel an. Il donnera lieu à une semaine de festivités, un moment de réjouissance suivi par Elsa Gonzalez. Originaires du Laos, les Hmong représentent 5% de la population en Guyane. De Cacao à Javoué, tous les Hmong du territoire sont invités à participer à cette semaine de célébration. Très attendue de la population, les femmes revêtent leurs plus beaux vêtements de cérémonie, une façon d'assumer leur culture. Dans toute l'année, les Hmong travaillent très dur pour attendre ce jour. Donc c'est très important de remettre nos habits Hmong pour montrer aux autres qu'on est Hmong. Les femmes sont habillées de façon traditionnelle Hmong blanc, ornées de colliers et de pièces en argent. Une coiffe vient terminer leur costume. Je porte un collier Hmong avec un pantalon et c'est du Hmong blanc. Débuté dimanche par une cérémonie de clôture de l'année 2016, le Nouvel An Hmong est une tradition qui se perpétue depuis des siècles. C'est important parce qu'il faut qu'on le garde. C'est une tradition que partout vous allez dans le monde, si vous voyez que
Il y a des gens qui lancent la balle, les costumes comme ça, ça prouve qu'on est des Hmong. Alors vous voyez que c'est notre tradition. Alors je trouve qu'il faut garder. Ici, tout le monde s'amuse, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Un des jeux coutumiers de ces festivités est le jeu de balle. Alignés face à face, les joueurs se renvoient la balle. Un usage de l'époque pour courtiser sa belle. C'est une sorte de jeu entre les garçons et les filles qui se lancent la balle. Et l'ancienne tradition, d'après ce que j'ai compris, ce qu'on m'a dit, c'est qu'à l'époque, quand l'une des deux personnes fait tomber la balle, elle doit chanter. C'est un chant en Hmong c'est soit de l'amour, mais c'est plutôt de l'amour quand c'est ça. La nouvelle année est célébrée toute la semaine jusqu'au 1er janvier 2017. L'occasion de partager des moments de convivialité et de joie en famille ou entre amis. Et c'est l'heure des informations pratiques. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Morne-à-l'Eau. Une coupure est prévue demain dès 8h du matin dans plusieurs quartiers, notamment ceux de Blanchette, Boivin, La Serre et Lolo. Un retour à la normale est prévu en fin d'après-midi. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking du centre commercial d'Estreland de Bemao de 13h à 17h30. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer un email, vos communiqués, informations, indiscrétions à rédaction@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 27 décembre. À la une ce soir, la nouvelle mobilisation de l'UGTG dans une collectivité. Dans leur viseur, la mairie de Goyave. Les accès de l'administration ont été bloqués aujourd'hui. Au cœur des négociations, la non-revalorisation du régime indemnitaire et l'avancement des carrières. Les sapeurs-pompiers de la caserne de Petit-Bourg sont-ils abandonnés? Quelques semaines après leur mobilisation, nous nous sommes intéressés à l'avancée de leurs revendications, locaux vétustes et conditions d'hygiène indignes. Pour le moment, les avancées sont plutôt timides. L'État reconnaît enfin le statut de calamité agricole pour l'ensemble de l'archipel après le passage de la tempête Matthew. Tous pourront prétendre à une indemnisation, en tout cas toutes les communes de la Guadeloupe. Une nouvelle qui ne satisfait pas pour autant la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Ils réclament d'autres revendications. Et voilà, maintenant c'est l'heure de retrouver Eddy Planté pour Questions Directes. Il reçoit ce soir Germain Parent, le président du comité des usagers de l'eau. Nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guadeloupe. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.